Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints ce soir. Je m'appelle Leanne Shelson et je suis une associée bilingue à la Bibliothèque municipale de Halton Hills. Je serai votre hôte pour cette soirée. Avant que nous commençons, j'aimerais reconnaître que le terrain sur lequel se trouve la Bibliothèque municipale de Halton Hills fait partie des terres visées par les traités et du territoire de Mississauga du Crédit. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter l'orateur de ce soir. Chantal Desrochers est née franco-ontarienne et a étudié la sociologie en France au cours des années 1982 à 1984. Elle en a profité pour voyager partout en Europe. À son retour, elle a entamé un baccalauréat des arts avec concentration en arts visuels. Elle a exposé un peu partout, par exemple dans la galerie Montcalm en 2012 et encore en 2015, puis au musée de la Gare. Elle est également une poétesse publiée à 2 reprises aux éditions d'Interling et elle a participé au Festival international de poésie de Trois-Rivières ainsi qu'aux Marches de la poésie à Montréal. Elle vient de publier son premier roman, coécrit avec Josée Claire, Requiem pour une muse perdue. Une autobiographie fictive à saveur surréaliste qui reflète un passage de sa vie en Europe et ses traumatismes amoureux qui s'en suivront. Elle vient également de terminer une maîtrise en éducation avec concentration en formation à distance. Elle est l'auteure d'un cours intitulé Histoire de la poésie canadienne-française du 19e siècle à aujourd'hui, qu'elle compte offrir sur des plateformes virtuelles, culturelles ou universitaires. Alors, sans plus tarder, voici Chantal Desrochers. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour ceux qui sont là ce soir par cette très belle journée. Euh, alors, comme nous allons voir, les écrivains sont souvent des témoins de leur époque. Sont des témoins où, comme la poésie est un témoin important de son époque. C'est la poésie qui précède des mouvements de pensée avant-gardiste et qui est aussi fait partie des arts en général, comme la musique, la peinture, qui fait partie comme un facteur évolutif d'une société. Donc, parce que souvent, les peintres ou les poètes vont observer des phénomènes et vont, par leurs mots, vont verbaliser certains concepts comme ce que Diane fait dans sa poésie, on va voir plus loin. Donc, on verbalise des notions parfois que c'est difficile à communiquer et pour être capable de témoigner de tout ce qui se passe pendant un siècle. Donc, ça, c'est un peu la même chose ici par le roman, par la poésie. Donc, chaque écrivain est un témoin important. Donc, chacun et chacune à sa façon. Et nous allons plonger dans le vif du sujet. Maintenant, je suis désolée, j'aurais aimé faire un tour de table pour savoir ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle dans ce cours-ci, mais on a déjà les poètes. Donc, alors, euh, donc, on va commencer au début du siècle. Au début du siècle, le contexte sociopolitique, c'est Sir Wilfrid Laurier, qui est le premier ministre du Canada, et c'est la reine Victoria en Angleterre. Et c'est l'ère industrielle qui commence avec le chemin de fer, le développement technologique comme l'électricité, etc. Puis c'est l'ère aussi des gentlemen. Donc, les femmes portent des crinolines avec des cerceaux en dessous et les hommes leur lèvent le chapeau quand ils passent. Mais on parle aussi de chantiers en Abitibi qui sont en construction. Et donc, il y a un exode massif des campagnes vers les villes. Et souvent, il y a des ouvriers qui vont s'entasser dans les usines de suie de charbon et qui vont aussi travailler très fort pour nous autres en famille. Mais la ville n'est pas aussi hospitalière que la campagne. Et parfois, ils vont avoir des logements mal chauffés. Donc, c'est un grand choc de la campagne à la ville, disons.
pour eux. Et parlant de l'époque romantique, il y a Henri Bourassa en 1910 qui fonde le journal Le Devoir pour donner un petit droit au Canadien français. Et les livres alors venaient de la France. Donc, c'était du Victor Hugo, les poètes romantiques qu'on imitait, avec plus ou moins de succès, comme Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, qui étaient tous mis à l'index par les curés. Parce que le Québec a été incroyablement marqué par la religion. La religion catholique rythmait tous les éléments de la vie, toutes les sphères de la vie à cette époque-là, et pour longtemps encore au Québec. Donc, alors, on va lire des livres de poésie, oui, oui, qui viennent de France, mais qui sont mis à l'index. Et là, nous allons voir un des piliers de notre poésie. Notre littérature, c'est le poète Émile Nelligan. C'est un jeune poète au destin tragique, mais ses poèmes vont marquer le passage des siècles. Il naît le 24 décembre 1979 au 602 rue de la Gauchetière, d'un père arrivé d'Irlande à l'âge de 12 ans. Et à 16 ans, il publie son poème dans Le Samedi, sous le pseudonyme Émile Covard. Mais à l'école, il n'a que des résultats médiocres parce qu'il ne s'intéresse pas à l'école, il s'intéresse seulement et exclusivement à la poésie. Il est précoce comme Rimbaud et il fait vocation de poète. Donc, il veut uniquement faire ça dans la vie, de la poésie. Et ce n'est pas un passe-temps, c'est une dévotion. Émile Nelligan va se lier d'amitié avec Arthur de Bussière et va devenir membre en 1897 de l'École littéraire de Montréal. Donc, fondée 2 ans plus tôt par l'attrait des romantiques en France, surtout de Paris, pour les romantiques. Les thèmes à la mode sont l'amour impossible, l'enfance perdue, la solitude et la mort. Mais on va voir plus tard qu'il y a une soirée célèbre qui s'annonce le 26 août 1899 avec la lecture publique et mémorable, celle de Nelligan, de la Romance du vin. Donc, voyons voir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce poème qui fait qu'il a une ovation et qu'il est transporté comme acclamé jusque dans la rue, jusque chez lui. Alors, on va voir quelques petits passages. Donc, ça commence comme ça. C'est le règne du rire amer et de la rage, de se savoir poète et l'objet du mépris, de se savoir un cœur et de n'être compris, que perd le clair de lune et les grands soirs d'orage. Femme, je vois à bout vos criers du chemin où l'idéal m'appelle en ouvrant ses bras roses. Je vois à vous, surtout, homme au front morose, qui dédaignez ma vie et repoussez ma main. Donc, pendant que tous les azurs s'étoilent dans la gloire et qu'un hymne s'entonne au renouveau doré, sur le jour expirant, je n'ai donc pas pleuré. Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire. Donc, on voit que Nelligan, malgré la poésie, a l'âme déjà très, très mélancolique. Et ça se conclut comme je suis gaie, follement gaie, sans pourtant être ivre. Serait-ce que je suis enfin heureux de vivre? Les cloches ont chanté, le vent du soir odore. Et pendant que le vin ruisselle à joyeux flots, je suis gaie, si gaie dans mon rire sonore, oh, si gaie que j'ai peur d'éclater en sanglots. Donc, cette année-là, il écrit aussi Le Vaisseau d'or. Le Vaisseau d'or est son poème emblématique et on va voir que c'est très, très, très prémonitoire de son destin. Parce que quelques mois après, son père va le faire interner pour le reste de ses jours. Alors, c'est comme vraiment injuste. Alors, nous avons ici une échantillon de l'écriture de Nelligan, c'est sa vraie écriture, et comme on voit, les lettres sont penchées vers la droite. Ce qui, en calligraphie, veut dire comme une grande mélancolie, une mélancolie maladie, une grande sensibilité, une hypersensibilité. Et aussi, beaucoup les F, les L, les M, qui sont en grosses lettres. Donc ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui est tourné vers son intériorité, vraiment son monde intérieur. Donc,
je pense qu'on connaît à peu près tous le poème Le vaisseau d'or, qui est une analogie à son destin, mais avant même qu'il le... Donc, est-ce que quelqu'un qui veut le lire par hasard? Euh, oui. Je peux Moi, je lire. peux, si tu veux, Chantal. Allez-y. C'est Liane. Oui, oui, OK. oui. Le vaisseau d'or. Ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, charnus, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil dans l'océan trompeur où chantait la sirène, et le naufrage horrible inclina sa carène. Aux profondeurs du gouffre, immeuble, cercueil, ce fut un vaisseau d'or, dont les flancs diaphanes réveillaient des trésors que les marins profanes. Dégoût, haine et névrose entre eux ont disputé. Que reste-t-il de lui dans la tempête brave? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve. Alors, ouais, ça, c'est vraiment triste. Donc, la critique de l'art ne comprend pas ces poèmes. Il est jeune. Merci beaucoup, Liane. C'était une excellente lecture. Et félicitations. Merci. Donc, on voit que la critique ne comprend pas ses poèmes. Il est jeune, déçu, il cherche à être reconnu. Mais le soir, au château Ramsey, la soirée au château Ramsey, où il va lire la romance du vin, lors de la quatrième et dernière séance publique de l'École littéraire de Montréal, euh, va le porter en triomphe. Donc, les poèmes de Ligan seront très bien reçus et ses amis l'acclameront lors de sa lecture. Euh, L'ovation que lui font les invités et les membres de l'école littéraire se continue dans la rue. Nelligan est acclamé dans la rue du Château-Ramsey jusqu'à sa demeure sur la rue Laval. Il devient instantanément un poète reconnu. Il connaît le succès. Quelque temps après cette soirée, seulement quelques mois, il est conduit à l'asile pour folie et dépression. Euh, donc, et on voit une photo de lui ici. Malheureusement, on voit qu'il est vraiment les bras croisés là-dessus, complètement fermés. Donc, parce que sa condition est assez horrible. Donc, il est en butte au regard et à l'attitude conservateur des bien-pensants canadiens, dont fait aussi partie son maître de poste, son père qui est maître de poste et qui ne le comprend pas et le force à travailler sans grande envergure. Juste avant d'être interné, Nelligan va faire un court séjour en Angleterre. Donc, Nelligan, c'est ça, il va revenir avec une provision de mots, de métaphores, de toutes sortes de comparaisons, mais il n'a pas le temps de mettre tout ça en poésie, malheureusement. Alors, euh, il va être interné pour folie polymorphe, ce qu'on appelle schizophrénie de nos jours. Euh, le 9, le 9 août 1899, seulement 5 mois après le château de Ramsey. Il va décéder le 18 novembre 1941, donc 42 ans. Alors, son recueil de poésie demeure inachevé, mais c'est le pilier de notre littérature. Et on le chante aujourd'hui encore avec la musique rock par Lucien Francoeur, qui est un autre poète, qui a mis Histoire d'hiver en musique. Et il est moderne du fait qu'il veut devenir poète. Donc, nous allons un peu sauter ça et nous allons voir qu'il aurait aimé donner le récital des anges comme titre à son recueil. Celui qui va le publier, c'est Louis Dantin, qui est un ancien prêtre qui a défroqué et qui va devenir le plus important critique littéraire avec Camille Roy et qui découvre également Alfred Desrochers et Paul Morin. Donc, Louis Dantin va rassembler les poèmes de Nelligan. Il va les mettre dans un seul recueil et ça va s'appeler simplement Émile Nelligan, Poésie complète. Et donc, c'est lui qui va publier Nelligan.
et qui découvre à la fois Alfred Desrochers et Paul Morin. Donc, voyons voir un autre poète au destin moins tragique. Celui-ci, c'est Octave Crémazie. Octave Crémazie est tout à fait l'opposé. C'est un style qui est autocritique, social et réaliste. Donc, on lit un petit peu de sa poésie. Donc, pour qu'une goutte d'eau courant en étourdi, qui tombe et vient d'on ne sait où, t'inspire un pathos long comme une tragédie, tu dû être ou poète ou fou. Donc, ce sont comme des critiques. Parce que dans l'École littéraire de Montréal, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement des romantiques et il y a le mouvement du terroir. Le terroir, c'est l'attachement à la terre, la vie saine des paysans, décrire les paysages, les fabuleux paysages du Canada du début du siècle. Donc, il y a deux mouvements. Maintenant, nous allons voir le deuxième mouvement. C'est le cycle des villes et le cycle des champs. Le cycle des champs et le cycle des villes. Donc, le contexte historique, il y a Maria Chapdelaine de Louis-Aymon, un premier roman. L'abbé Lionel Groux qui donne ses premiers cours d'histoire du Canada et le Parlement fédéral qui accorde le droit de vote aux femmes. Ça, c'est vraiment important. Et il y a une émeute à Québec contre la circonscription pour la Grande Guerre. Puis, il y a la fondation de la revue moderne remplacée par Châtelaine en 1880. Donc, on va juste revoir, je pense que c'est... Puis, finalement, ce qui est c'est pas la moindre chose, c'est le grand crash de Wall Street à ce moment-là. C'est la Grande Dépression qui commence et c'est Marie Traverse qui devient la Bolduc et qui chante dans les rues de Montréal. C'est la première chansonnière et qui, avec de l'histoire du Québec, en fait, qui, avec humour, décrit la misère des petits gens, du peuple. Donc, ici, on avait quelques poètes. Donc, comme on dit, il y a deux mouvements, les exotiques, qui se retrouvaient dans la revue Nigog, qui étaient les auteurs et les musiciens, et les architectes qui vouaient un culte à Néligan. Et les régionalistes, qui étaient tournés vers la vie saine des paysans, la simplicité, etc. Donc, je pense qu'on peut. Au Canada anglais, on voit Anne of Green Gables qui est publiée, mais au Canada français, en Ontario, on a une série francophone par Mazo de la Roche qui connaît un grand succès avec une saga qui s'appelle Jalna. Et nous avons le poète à ce moment-là, Paul Morin, qui pratique à l'occasion le vers libre moderne. Et il multiplie les allitérations. Allitération, c'est toujours la répétition d'un même son, mais avec différentes syllabes, différentes combinaisons de mots. Et nous avons aussi son premier recueil qui va être Pandémie, publié en France aux éditions Le Maire. Et son style est une allégorie d'un tableau de la croix. En 1929, on va voir aussi l'apparition des premiers poèmes d'Alfred Desrochers, le père de Clémence, avec l'offrande aux Vierges folles et à l'ombre de leur forme. Et donc, ici, on parle on parle de Paul Morin, par contre. On retourne à Paul Morin, qui écrit La voix d'un exilé, et qui devient le premier Canadien français à remporter le prix Mention de l'Académie française pour les fleurs boréales, où il va rencontrer Victor Hugo. Et ensuite, vous avez Léon Pamphile-Lemay et Louis Fréchette. Léon Pamphile-Lemay et Louis Fréchette qui vont devenir dans le cercle d'amitié d'Alfred Desrochers et qui vont être des poètes du terroir. Maintenant, on va sauter un petit peu jusqu'au côté des femmes écrivaines au début de l'époque du millénaire, donc du 10e, 9e siècle. Il y avait Jovette Bernier, qui a été une journaliste sur le comité de rédaction de Châtelaine et qui a écrit un roman qui s'appelle La chair décevante en 1931. Et finalement, ensuite, il y a Meiji Vezina qui a publié Chaque heure à son visage, qui est la poésie de l'ivresse physique, des amants qui se consument et se consomment. Donc,
Et voilà. Et Simone Routier, oui, est-ce qu'il y a une question? Non, pas. Oui. Simone, oui, est-ce que tu avais une question, ça? OK. Simone Routier, qui a été instruite, en fait, qui est devenue diplomate à l'ambassade du Canada à Bruxelles, au consulat canadien et ensuite au consulat canadien à Boston. Elle envoie ses premiers recueils de poésie nommés Lily Mantel adolescent en diverses maisons d'édition. Il y a une autre écrivaine dont les bibliothèques de Sherbrooke portent le nom, c'est Eva Sénécal. Donc, la bibliothèque municipale porte son nom de Sherbrooke. Elle a reçu le prix de l'action intellectuelle de la jeunesse catholique canadienne-française. On rajoute toujours catholique à ce moment-là. En 1929, devant Alfred Desrochers et l'offrande aux Vierges folles. Le poème La course dans l'aurore de Eva Sénécal va gagner devant celui d'Alfred Desrochers. Donc, un bel accomplissement pour une poétesse à cette époque-là. Maintenant, on a un autre pilier du côté féminin de la littérature, c'est Rina Lanier, qui a publié 35 recueils de poésie et qui va se mériter le prix David, le prix Lucien Duvernay. Elle est membre fondatrice de l'Académie canadienne-française. Certaines choses, je vais devoir passer plus vite là, parce que les bibliothèques municipales de Joliette et Saint-Georges-de-Borromée portent son nom. Elle remporte le prix France-Québec et en ultime hommage, elle est nommée Grand officier de l'Ordre national du Québec. Son meilleur poème est Mal-le-Mère dans Mémoire. Donc, et elle écrit Mal-le-Mère comme le mal d'être mère. Donc, on peut voir ici un extrait. Ni le soleil, ni le vent n'ordonnent la terre, mais la rosée née de la parfaite précarité. Ni la lumière, ni l'opacité n'ordonnent la mer, mais la perle née de l'antagonisme des eaux. Donc, pour moi, comme le dit Marie-Claire Blais, elle va dire qu'elle va être une voix universelle qui va englober tout dans la nature, qui va englober l'univers en entier. Et nous avons ici Alain Grandbois. Donc, Alain Grandbois, on commence dans la modernité. Là. On commence dans la modernité, on arrive à notre époque. Donc, pendant que Maurice Duplessis règne sur la Grande Noirceur, puisqu'il est élu premier ministre du Québec en 1936 jusqu'à 1939 et de 1944 à 1959, avec le Parti de l'Union nationale, les trois mousquetaires de la poésie, qui sont quatre, avec Rina Lanier, jettent sur le papier leur trajectoire d'étoiles. Il y a Alain Grandbois, Saint-Denis Garneau, Rina Lanier et Anne Hébert. Donc, Alain Grandbois, lui, va être le poète du voyage par excellence. Ça va être un nomade. Il va commencer par réussir des études de droit, mais il va partir à la rencontre du beau monde en Europe jusqu'en Chine. Il va fréquenter les écrivains de Saint-Germain-des-Prés comme Blaise Cendrars et Hemingway. Il recherche toujours la femme ultime, idéale et enivrante. Bon. Sa bohème le faisant beaucoup dépenser, il revient un jour à la maison pour écrire, mais il est sans dessous. Je connais ça, quand on vient d'Europe, on est souvent sans dessous. Rompant avec le classicisme, son écriture symbolique est rapide, énergique, nerveuse, tout à l'image du Gémeaux qu'il est. Il est un beau parleur, un dandy. Il aime dérouter, bousculer les a priori des bien-pensants de l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui aime, comme on dit, déranger les conventions. Et il y a une anecdote sur sa première publication, c'est qu'en 1934, quand son bateau accoste pendant 48 heures à Shanghai, il fait la connaissance d'un homme très fortuné, Pierre Arspire, qui l'invite chez lui à fumer, dans son palais, à fumer de l'opium. Donc, entre deux bouffées d'opium, Grandbois lui confie son secret de devenir poète. Et son oncle lui promet de l'éditer. Donc, 150 exemplaires de poèmes dans Caillou verront le jour sur papier de riz. Donc, chose promise, chose due, ces premiers poèmes ont été sur papier de riz.
publié en Chine. Et ensuite, sa publication née à Québec, née à Paris, repris par Fides à Montréal et finalement la publication de l'Étoile pourpre, qui est aux éditions de l'Hexagone. Donc, ça, c'est le poète du voyage par excellence de cette époque. Il y a 14 livres pour ce conquérant de la liberté aux prises avec des questions métaphysiques. Donc, quel est le but de l'existence et pourquoi nous sommes là, pourquoi, etc. Donc, on peut poser des questions. Ces images sont simples et percutantes. C'est le poète des grands espaces, mais aussi de l'intimité. Parce que c'est un poète qui va écrire ses expériences multisensorielles, donc ce qu'il ressent avec ses sens, ce qu'il voit avec ses yeux, ce qu'il peut toucher avec ses mains, ce qu'il peut entendre, ce qu'il peut goûter dans l'air. Et son corps a été le creuset de ses voyages. Bon, il a malheureusement été le témoin du discours d'Hitler et il a arrêté par les franquistes en Espagne. Il a fumé de l'opium en Chine et il y a eu des amendes suicidaires en Angleterre. Et en 1947, il est sacré compagnon de l'Ordre du Canada. Et il a des poèmes inédits qui sont repris plus tard dans les îles de la nuit. Donc, c'est un poète qui mérite de découvrir. Mais aujourd'hui, il existe un prix, Alain Grandbois, qui a été gagné cette année par Tania Langlais, qui est une poète de Montréal, mais qui habite dans l'Outaouais maintenant. Donc, le quatrième cours, ce sont les mousquetaires de la parole. On approche de notre époque. Je vois combien de temps que j'ai, alors c'est bon, on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc, là-dedans, il y a Hector de Saint-Denis-Garneau, qui est le fils d'une famille très intellectuelle, aristocrate, et son grand-père est un illustre historien et poète. Il va passer ses étés dans le manoir familial à Sainte-Catherine de Fossambeau avec sa cousine Anne Hébert. Il poursuit des études de philosophie, mais sa santé le rattrape. Il va souffrir de fièvre, de complications cardiaques à 16 ans. Par contre, sa gloire va être posthume à lui, parce que il va publier un recueil à compte d'auteur qui va recevoir un accueil mitigé. Mais sa gloire va être posthume, parce qu'il va être comme un précurseur. Parce qu'il est également un ami et correspondant de Jean-Paul Lemieux et Paul-Émile Bordua. Et il peint, mais Saint-Denis Garneau va peindre surtout à la campagne, alors que Jean-Paul Lemieux et Paul-Émile Bordua sont des peintres très urbains. Mais Saint-Denis Garneau exècre la ville, où tout est symbolique de mort. Son refuge est la campagne. Son style tranche avec l'école des rimeurs parisiens. Il libère la poésie de son corset de syntaxe et lieu commun, comme l'alexandrin. Pour lui, la poésie est la voie royale vers la pureté de l'âme. Il écoutait du Mozart, du Verdi. Donc, après un voyage de 3 semaines en France, il va rentrer s'isoler sur ses terres et il va être foudroyé par une crise cardiaque lors d'un voyage en canot. Puis là, son poème aussi qui s'appelle Regards et jeux dans l'espace. Mais maintenant, nous allons sauter les diapositives jusqu'à sa cousine, qui est nulle autre que l'illustre Anne Hébert, et qui naît aussi dans le village de Sainte-Catherine de Fossambeau, alors aujourd'hui maintenant sur de la Jacques-Cartier. Et on voit qu'elle elle a des ancêtres qui ont été architectes du Parlement, de descendance acadienne. Donc, elle vient d'une famille noble aussi, mais elle a vécu son enfance à Québec et son premier recueil de poésie s'appelle Songes en équilibre. Et un recueil de nouvelles publié après, qui est Le Torrent, et que j'ai lu, c'est un récit âpre et violent qui va donner le ton à ses romans à venir. Donc, mais à ce moment de sa carrière littéraire, Anne Hébert va toujours demeurer attachée à sa poésie. Elle va publier un recueil de poèmes sur lequel
Elle a travaillé pendant 10 ans et qui s'appelle Le tombeau des rois, en 1953, qu'elle va publier à compte d'auteur. Donc, vous voyez, il y a des auteurs célèbres qui doivent publier à compte d'auteur parce que j'ai vu un livre, j'ai lu un film sur Anne Hébert et souvent on trouvait que ces livres étaient trop sombres, trop noirs pour les publier. Mais elle se publie elle-même. Et elle est devenue scriptrice à l'Office national du film et elle va travailler comme scénariste jusqu'à l'automne et puis elle va déménager à Paris après le décès de sa mère. Euh, mais donc, mais juste avant d'aller à Paris, elle va écrire son deuxième roman, Kamouraska. Kamouraska, je pense que c'est son roman le plus célèbre parce qu'elle va recevoir le prix des libraires de France. Ensuite, son troisième roman, Les Enfants du sabbat, reçoit le prix Roland de Jouvenel de l'Académie française. Et le premier ministre René Lévesque va lui l'inviter à devenir lieutenant, lieutenant-gouverneur du Québec, mais elle va décliner cette offre parce que c'est une pure écrivaine. Elle va donner le quatrième roman, Héloïse, mais c'est le cinquième, Les Fous de Bassan. Le cinquième, Les Fous de Bassan, je l'ai lu aussi, c'est magnifique. Encore une fois, c'est tragique. C'est violent aussi, mais après, c'est humain. avec certains aspects de la nature humaine qui existent. Elle devient la quatrième Canadienne-française et la deuxième Québécoise à obtenir le Grand Prix littéraire français, le prix féminin. Donc, il est uniquement gagné par des femmes. C'est pour reconnaître la littérature féminine. Alors, c'est ça. Et elle va avoir plusieurs doctorats honorifiques de l'Université de Laval, de l'Université de Toronto, de l'Université de Guelph, UQAM et McGill. Ensuite, elle va publier d'autres romans, d'autres recueils de poésie. Et en 1999, paraît son dernier roman, Un habit de lumière. Oui, elle va décéder en 1980. Un autre acteur de cette époque, c'est Gratien Gélina, avec Ticoc, qui est un poète qui revient au pays, un jeune soldat qui revient au pays après la Deuxième Guerre. Et en même temps, on va publier le roman Bonheur d'occasion de Gabriel Roy. Finalement, on va se tourner vers la poésie de l'identitaire et qui va se tourner comme une idée politique, de prendre la parole de tous les jours et qui vont rejoindre le Canadien français chez lui. L'Hexagone est ce lieu où les écrivains qui parlent de leurs conditions canadiennes françaises, d'opprimés de l'époque ou de quête d'identité, donc, abat les conventions, il n'y a plus de ponctuation, qu'il n'y ait pas à crier sur la place publique. C'est peut-être l'origine du slam à ce moment-là. Plus de majuscules, etc. Donc, il y a des origines au slam aussi, qui sont les racines. Mais c'est l'année aussi de la publication du manifeste du refus global. Le refus global, ça, c'est comme un pavé dans la mare. C'est ça qui a engendré le Québec moderne. C'était le manifeste, comme on disait, place à la magie, place au mystère, place aux nécessités, place à l'amour, pour chasser la noirceur qui était instaurée avec Duplessis, avec les Canadiens anglais et tous les catholiques de l'époque. Les trop catholiques de l'époque, les gens qui sont... Pardon, il y a des petites fautes de frappe, là, l'école, bon. Mais, donc, et il va perdre son emploi à l'École du meuble de Montréal à cause du texte revendicateur de liberté. Et c'était le 9 août dans la librairie Tranquille. Un drôle de terme pour un manifeste aussi explosif. Alors, donc, je pense qu'on peut un peu passer les prochains poètes. Je voudrais faire plaisir à nos poètes ici et les voir un petit peu. On va voir ce qu'on peut, juste voir ce qu'on peut faire avant. Il nous reste 8 minutes. Ça, c'était. Bon, il y a Gaston Miron qui a fondé l'Hexagone avec
avec Gilles Carle et Clément Marchand. Et vous avez ici, vous allez avoir dans le PDF plusieurs exemplaires de romans, comme de Gaston Miron, L'Homme rapaillé, admis en spectacle et chansons par Chloé Sainte-Marie. Donc, on va aller voir nos... Gilles Carle fait partie des fondateurs de l'Hexagone et j'aimerais voir maintenant nos poètes de l'Outaouais. Ah, bien sûr, on a les chansonniers comme Félix Leclerc et on a sa chanson Moi, mes souliers. Et nous avons Claude Léveillé avec Frédéric. Et nous avons le grand Gilles Vigneault, Raymond Lévesque avec Quand les hommes vivront d'amour. Et Gilles Vigneault, notre poète national, avec Jean du Pays et bon, etc. Gilles Vigneault, je suis désolée s'il faut que je saute par-dessus parce que c'est vraiment des poètes majeurs. Donc, il chante Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la neige. Dans ce pays de poudrerie, mon père a fait bâtir maison et je m'en vais être fidèle à sa manière, à son modèle. Donc, si vous avez entendu Gilles Vigneault, je sais que tout le monde l'a entendu, tout le monde le connaît. C'est très, très touchant. Puis c'est très, très patriotique. Donc, j'adore Gilles Vigneault. Et Claude Léveillé aussi. Donc Claude Léveillé, on voit pas mal son histoire de vie qui a été influencée. Il a écrit des chansons pour Edith Piaf, beaucoup. Donc, il a écrit des chansons en collaboration avec Edith Piaf, qui va le découvrir. La chanson de Claude Léveillé, c'est Mon pays, c'est grand à se taire, c'est froid, c'est seul, c'est long à en finir, à mourir. Entendez-vous les vents, les pluies, les neiges et les forêts. Donc, encore une très belle chanson à découvrir. Il y a Clémence Desrochers, qui est la fille de Alfred, qui va faire qui va, qui va fonder la troupe Les Beaux-Os et qui va jouer Sainte-Bénite dans Grugeot et Délicat à la Société Radio-Canada. Et finalement, il y a Georges Dor avec sa chanson La Monique. Maintenant, on arrive à la poésie définitivement urbaine. Il y a Roger Desroches. Ça, c'était juste avant nous, dans les années 60. Lucien Francoeur, qui fait un Jack Kerouac de lui-même, qui a voyagé partout aux États-Unis, à Greenwich, en Nouvelle-Orléans, et écrit des choses sur ses cheveux Rolling Stone, des choses comme ça. Mais une poétesse est là parce que c'est Michel Lalonde. Michel Lalonde, le 27 mars 1970, va lire son fameux poème Speak Word. Alors, ça va être lu à la nuit de la poésie et ça va lui valoir la consécration. Parce qu'à l'époque, quand on disait Speak White, mais c'était extrêmement péjoratif. C'était une insulte. C'était à notre identité, à notre culture aux Québécois, par les colonialistes anglais. Donc, on ne voulait pas se faire dire ça, surtout. Et vous avez Raoul Duguay, voilà, qui a écrit dans l'Écho abétibien, puis on connaît pour sa chanson La Bétativie. Donc, et dans notre ère contemporaine, il y a Jean-Paul Daoust qui anime la mission Plus on est fou, plus on lit, et qui est le prix du gouverneur général pour les cendres bleues, décrit avec force donc, les abus sexuels qu'il a vécu. Alors, ici, c'est un petit exercice que j'avais fait pour faire un poème en général, mais vous pouvez suivre de votre propre chef. Donc, nous arrivons au poème de l'Association des auteurs de l'Ontario français, donc Guy Jean. OK. Et Yves-Antoine, je ne sais pas si vous connaissez Yves-Antoine, c'est un ami à moi. C'est un ami un peu plus âgé que moi et qui vient de Haïti. Donc, Yves-Antoine écrit, il a un doctorat en littérature, il avait eu le choix entre être docteur en littérature ou médecin. Et s'il était médecin, il devait rester sous la dictature de Papadoc, mais il a choisi d'être en littérature. Il y a Lise Caro,
qui a animé longtemps les soirées de poésie. Et c'est une poétesse qui a d'abord née en Ontario français. Et donc, pendant des siècles, j'ai lutté, foncé, cherché la mort, cherché la vie, en cadence. Donc, une excellente poétesse, très profonde. J'ai envie il nous reste seulement 2 minutes, mais j'ai envie de parler de ce que Diane fait, de ce que Diane fait. Parce qu'elle est ici, elle a fait un grand spécial pour être ici. J'ai envie qu'on voit ce qu'elle fait. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important ce qu'elle fait parce qu'elle parle, elle donne la voix à beaucoup de gens et des situations qui ne sont pas faciles. Donc, je trouve ça comme tellement noble. Donc, oui, on a José Claire ici, qu'on connaît bien, le poète. Il y a moi-même que je me suis mis là-dedans. OK. Donc, on va terminer le cours avec Diane, qui a écrit Né parmi les arbres. À voir. Je me trompe de. OK, t'as dans l'anglais. C'est avec le slam. Avec le slam, on commence par Lunat. Et ici, c'est Diane, je crois. Laissez-moi voir. Non, OK. Bientôt. OK. Qui sont... Ah, voilà, c'est Diane. A publié en 2021 son premier recueil de slam, Né parmi les arbres, pardon. C'est un recueil de 29 slams pour témoigner le non-dit et l'interdit. Le non-dit des femmes, de la famille sans frigo, de l'interdit des enfants négligés, violentés, violés, la douleur profonde des victimes d'intimidation, l'horreur des femmes assassinées, le désespoir des familles pauvres à l'année et des sans-logis. Je trouve ça tellement empathique et humain envers la misère humaine. Ton style ressemble beaucoup à celui de Jean Arrache. Tu vois plutôt dans le cours, là, il y a un poète qui s'appelle Jean Arrache qui, en fait, Émile Coderre, mais Jean Arrache était très, très branché sur la misère du peuple. Donc, le slam permet l'expression de sentiments profonds, parfois à la limite du tolérable. Comme ça, c'est quelque chose, c'est pas facile à lire, de faire face à tout ça. Là. Donc, mais c'est une réalité que j'ai souvent choisi de ne pas voir, mais il y a toujours une lumière en quelque part, une écrivaine qui a une lumière et qui va mettre la lumière là-dessus, qui va rajouter des mots pour nous le présenter, mais un tableau, ça rend le tableau plus humain comme ça. Ça rend le tableau comme peut-être que c'est à côté de chez nous que ça se passe, donc on ne sait pas. Il y en a partout, de la misère, de toutes sortes aussi. Il y a de la misère psychologique, émotive. Donc, c'est un partage honnête de jets d'émotions, de souvenirs et des appels à l'aide lancés à tout vœu, et le tout en jeu, de slam. Donc, j'ai pas pu encore, parce que j'ai ajouté ça dernier, j'ai pas pu trouver de poème pour l'illustrer, mais comme je dis toujours, mon cours est toujours en évolution. Donc, je rajoute toujours un peu au fur et à mesure que je trouve des choses. Mais là, j'avais trouvé ta biographie, Diane, et j'ai pensé que je l'allais partager. Je trouve ça vraiment beau comme démarche, vraiment, vraiment noble, puis humain, puis empathique, de toute beauté. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Oui, Merci. voilà, puis merci, ça me fait plaisir. Surtout que ça parle pour les femmes qui sont souvent ma haute citoyenne avec les femmes, c'est une moitié du ciel, mais c'est une moitié de l'humanité qui est parfois plus opprimée dans différents sens. Les poètes de l'Ontario français, il y a François Barry-Pelletier, qui a reçu le droit pour des arts bleus. Il y a sa bio à françoispelletier.com. Les trésors tamisés ont été finalistes au prix du Bonheur général. Il a publié également Apocryphe du cœur, Le vent et le chant du limon.
Et puis, il y a Sylvie Maria Fillon, qui ne fait pas partie d'aucune association, mais elle écrit beaucoup. Elle a écrit des romans, elle a écrit plusieurs récits poétiques, et il y en a deux qui ont gagné le recueil Le Droit. Il y a Mon temps d'éternité et La nébuleuse du Celte. Donc, Sylvie Maria c'est une poétesse pleine de sensibilité, ainsi que François Barry-Pelletier aussi, son approche est universelle, historique du Canada français. Et il y a Sonia Sophie Caudeau, qui est une poétesse franco-ontarienne du nord de l'Ontario, qui a gagné le prix Trillium avec son premier recueil, à Tire-d'Elle, et que, après avoir fait sa maîtrise récemment, a, a mis sur pied un site web pour les femmes qui veulent écrire, des groupes d'écriture, et qui veulent se libérer de traumatisme. Donc, pour elle, l'écriture peut être thérapeutique, et je l'avoue absolument. C'est une bonne liaison, autant que la peinture ou tous les arts, tout ce qui fait qu'on s'exprime. On ne garde pas ça dedans, on le sort sur papier, sur toile. Donc, c'est tout pour ce soir. J'imagine que je suis un petit peu plus que un peu plus tard, mais j'ai dû passer un petit peu vite. Donc, est-ce que vous avez des questions en particulier sur des poétesses, des poètes que je n'ai pas mentionné? J'en ai quelques-uns. Comme j'ai dit, c'est un cours qui est en constante. C'est pas une liste exhaustive, ça je peux le dire, hein, parce que j'ai parlé de Lunat aussi qui a gagné le slam. Elle a deux petits poèmes-là. Donc, peux lui dire, là, Diane, qu'elle est là. Donc, on va vous envoyer ça si vous allez le voir. Donc, est-ce que vous avez des questions? Chantal, en ça premier, je voulais juste vous remercier. C'était fantastique, tellement intéressant. J'ai beaucoup aimé que vous vous concentriez sur les poètes canadiens-français. Pour moi, ça, c'était très intéressant et ça fait longtemps que je n'ai pas entendu plusieurs de les noms que vous avez mentionnés. Et bien sûr, j'en ai aussi appris plusieurs d'autres. Alors, merci. Et oui, si quelqu'un a des questions, s'il vous plaît, vous pouvez les poser dans le chat ou juste demander à Chantal directement. C'est une inspiration même pour moi parce que, comme vous voyez, moi, je suis très bonne avec les théories comme ça, mais la timidité me prend le dessus souvent. Mais je suis allée au premier slam de l'année, donc je vais aller à d'autres aussi, juste pour voir, même, en fait, voir les poètes et les slammeurs. Donc, alors, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Merci, Chantal. Chantal, est-ce que moi, je peux juste demander une question? C'est Liane. OK, parce que j'ai vraiment aimé apprendre un peu sur Nelligan quand tu as commencé. Il semblait peut-être qu'il avait souffert de problèmes de santé mentale. Est-ce qu'il souffrait de la schizophrénie? Je pense que j'avais déjà entendu ça. Ben, ça a été son diagnostic à l'époque et tout, mais c'est difficile et c'est discutable s'il en souffrait vraiment. Comment dire? Je pense que quand quelqu'un entre dans ce système-là, dans les hôpitaux, il y a nécessairement un diagnostic qui est établi, que ce soit n'importe quoi. Alors, oui. Alors, ce que je pense, c'est que le fait, parce que les gens allaient le voir quand même, les gens allaient le voir, donc il a écrit des poèmes. Donc, il continuait à voir des gens. Il y avait des gens qui venaient le voir exprès pour ça. Mais à l'hôpital, ses poèmes étaient tout décousus. Donc, c'était soit décousus. Moi, je me dis, c'était soit décousu à cause que sa pensée était vraiment confuse. de ramener mon tableau autrement, mais j'y arrive pas. Donc, c'était vraiment de la schizophrénie. Donc, alors, si sa pensée était désorganisée à ce point, ça oui, mais je ne vois plus. Oui, ça peut. Donc, et je pense qu'il y a une certaine, dans la mélancolie, il y a une certaine dépression aussi. Il y a tout le sentiment de mélancolie noire, la jeunesse noire, c'est comme une dépression très précoce. C'est pas mal triste. Oui, ah oui. Il y a une sculpteur française qui a le même destin, Camille Claudel.
Et, voilà. Mais je pense que l'hôpital lui-même, le contexte d'être emprisonné dans un hôpital pour 48 ans n'a pas aidé à ce qu'il développe son inspiration, disons. Y a-t-il d'autres questions pour Chantal ce soir? Il peut y avoir des développements. C'est ce cours qui peut se développer très longtemps. Il y a toujours des poètes qui se rajoutent. Mais actuellement, c'est sa forme actuelle. OK. Mais ça peut toujours changer avec les différentes parutions. Plusieurs slameurs que je n'ai pas nommés, là, qui sont très importants, comme Guy Perrault, Marjolaine Beauchamp. Je n'ai pas eu l'occasion de les nommer non plus, là, parce que mais ils existent, ils ont fait des merveilleuses, comme Marie-Jolene Beauchamp a fait l'ouverture du spectacle de Jean Desjardins. Donc, c'est déjà quelque chose, là, comme un chanteur renommé. Et on connaît le fait du théâtre aussi. Donc c'est ça, c'est des personnes. Le slam permet de beaucoup parler de toutes sortes de conditions sociales, surtout. Et ce serait vraiment à l'époque, là, on commençait à parler, à crier la poésie sur la place publique, dans les années 70. Alors, merci encore tout le monde et je vois que tout le monde est très passionné de ce sujet, que c'est bon. Ça approche 20h30, alors j'aimerais sincèrement vous remercier, Chantal, au nom de la Bibliothèque municipale de Halton Hills et de la communauté de Halton Hills pour votre discours engageant ce soir. Si vous avez apprécié la présentation de ce soir, que je pense que vous avez, je vous encourage de visiter notre site web pour rester au courant sur plus de conférences françaises comme celle-ci. Je peux aussi vous ajouter à ma liste de diffusion francophone si vous partagez votre adresse courriel avec moi. Et n'hésitez pas à m'envoyer un courriel pour être ajouté ou si vous avez d'autres questions ou commentaires. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. Et félicitations aussi aux tous les poètes qui nous ont rejoints ce soir. Et nous espérons que vous apprécierez le reste de votre soirée. Et si vous habitez à proximité, nous serions ravis de vous voir bientôt à la Bibliothèque municipale de Halton Hills. Alors, bonne nuit tout le monde. Merci et à bientôt. Bonne soirée. Bon spectacle à Paris. Bye. Bonne soirée. Merci Merci. tout le monde. Au revoir. Bonne soirée.